le look du Predator de Badlands. Et si le problème, c'était nous, ou plutôt, vous? Le visage du chasseur. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Le Predator, une créature qui surgit d'un autre monde pour incarner nos peurs les plus archaïques, la traque, la sauvagerie, le corps comme un outil de guerre finalement. Et donc, depuis 1997, son apparence est en quelque sorte codifiée comme un masque rituel. Dreadlocks, mandibule, armure en quelque sorte biomécanique, apparence tribale high-tech finalement. Ce design, on le doit à Stan Winston, qui a été appelé en renfort avec la recommandation de Schwarzenegger lui-même, avec lequel il avait travaillé sur Terminator. 8 years of concentrated film school in one 5-month period, right? And it harkens back to when I was a kid thinking if I'm going to go to Hollywood, I want to make a classic just like. Et comme vous le savez peut-être, à l'origine, le Predator ne ressemblait pas du tout à ça, il ressemblait à rien du tout d'ailleurs. C'était une commande de John McTiernan lui-même, avec un studio indépendant d'effets spéciaux, qui lui avait d'ailleurs dit que ça ne fonctionnerait pas, un prototype dans ce genre, avec des longs bras, des longues jambes, dans la jungle, et qu'il n'arriverait pas à se déplacer correctement à cause de la végétation. Surtout incarné alors par Jean-Claude Van Damme, l'idée c'était d'avoir donc un Predator qui en quelque sorte manie les arts martiaux. Mais le costume ne fonctionnait pas. Il a été alors conçu avec l'équipe de Stan Winston en moins de 6 semaines et avec aussi l'appui confidentiel de James Cameron qui aurait suggéré les mandibules ou les dreadlocks, je me souviens plus. C'est donc une jungle familière. Pendant 3 décennies, chaque variation du Predator a conservé ce langage visuel. Dans Predator 1, nous sommes dans la jungle tropicale, chaude et humide. Et dans Predator 2, nous sommes aussi dans la jungle, mais cette fois-ci c'est la jungle urbaine, chaude et humide. Alors on va passer bien sûr sur Alien vs Predator, mais dans Prey finalement il revient aux origines, à la chasse, comme la scène avec l'ours. Finalement, ils n'auront jamais avec le contrat visuel qui a été passé avec le public dans le premier Predator, une chasse dans la jungle. Et cette fois-ci, c'est une silhouette inconnue qui nous apparaît. Et donc en avril 2025 finalement, les premières images du Predator Badlands apparaissent en ligne. Et le constat est là, la silhouette du Predator est beaucoup plus fine, beaucoup plus humanoïde. Le masque semble simplifié en quelque sorte, et très vite sur internet l'onde de choc se propage. Les fans parlent de cosplay quand ils veulent vanner un costume, d'une perte d'identité pour certains, et d'autres dénoncent un soi-disant Predator woke. Mais qu'est-ce que le wokisme après tout? Qu'en est-il du personnage? L'indignation devient virale. Les chaînes YouTube de culture geek s'emparent du sujet. Et en 48 heures, on annonce à une polarisation typique de l'ère post-algorithmique finalement. D'un côté, on a les analyses anxieuses de déconstruction ratée, et de l'autre, les moqueries faciles des haters. Mais un élément fondamental échappe à ce tumulte. Ce design n'est pas une trahison. C'est une variation dans la logique même du mythe. Ce sont des visages multiples. Dans Prey, le Predator avait déjà changé de visage, avec un crâne apparent et une carrure plus maigre. Ce choix audacieux avait pourtant été salué à l'époque. Le Predator était revenu sous une forme plus primitive et plus crédible pour certains, même si pour moi ça fait pas tellement sens, puisque on voit que les êtres humains, ils avaient pas une forme plus primitive, ils ressemblaient à des êtres humains. C'était pas la même époque, mais c'était des Homo sapiens sapiens. Bref, les changements étaient déjà là, même s'il y avait pas toujours un sens, pour d'autres il y avait un sens. Finalement, est-ce que tout n'est pas subjectif ? Alors la question c'est, pourquoi ce qui avait été applaudi en 2022 est maintenant détesté en 2025 ? La réponse c'est que l'enjeu ne se situe pas dans le monstre, mais dans la projection que nous en faisons. Une autre question c'est, est-ce que le mythe nous appartient ? La fiction populaire fonctionne comme un miroir culturel. Le Predator, dans son essence, n'a jamais été qu'un catalyseur finalement. Il reflète nos angoisses, la guerre, la masculinité, la technologie, et il épouse nos fantasmes, le combat pour l'honneur, la survie et l'amour.
Mais plus une créature est aimée, plus elle devient propriété symbolique. Et donc plus son apparence devient une question d'identité collective. C'est la terreur du changement. Quand le prédateur nouveau s'écarte du modèle, ce n'est pas seulement le design qui est jugé, c'est un ordre affectif qui vacille. On ne reconnaît plus notre chasseur, celui qui était notre chasseur comme on peut voir dans certaines vidéos le jugeant. Et donc on le rejette car on le sent en quelque sorte qu'il ne nous appartient plus. C'est exactement ce que montrent certains essayistes de cinéma, c'est que les figures de fiction n'existent qu'à travers la mémoire collective. Elles sont malléables et donc vulnérables. I am Dracula. I am Dracula. I am Dracula. Ich bin Graf Dracula. I am Dracula. I am Count Vladislaus Dracula. C'est ici qu'il va passer l'épreuve du feu. Le film n'est pas encore sorti. Tout ce que nous jugeons repose sur une image figée. Un teaser, un costume, rien de plus. Combien de films avons-nous condamnés trop tôt? The Thing, Blade Runner, Fight Club, tous conspués à leur sortie et pourtant tous réhabilités avec le temps. La majorité silencieuse d'Internet, elle ne commente pas, elle attend. Ce public qui est moins bruyant, il se fie à l'expérience cinéma, pas forcément au bruit ambiant, des réactions marketing. Et souvent, le temps lui donne raison. Some kind of hotel you got here. Pack of bottles better than none. Alors il y a toujours un retour possible. Chaque apparition du Predator a modifié sa symbolique. Dans Predator 2, il devient un colon finalement, avec l'exposition des crânes affichés comme des trophées, tel un safari. Dans Prey, il devient en quelque sorte un totem, comme un emblème d'un groupe de personnes à un moment donné. Dans Badlands, peut-être deviendra-t-il autre chose encore, mais ce qui compte, c'est que maintenant qu'il fait apparemment alliance avec un androïde de la saga Alien, enfin ce qui compte, c'est ce qu'il va nous faire ressentir. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Ce qui nous fait peur, c'est nous. Le Predator est un masque qui nous regarde. Et ce nouveau visage qui nous dérange, ce n'est pas parce qu'il est raté, c'est parce que il ne nous flatte plus, nous, en tant que collectionneurs de ce qui nous appartenait, au fond de nous, dans cette culture pop. Il va remettre en question notre imaginaire, et donc nous, comme vous le savez peut-être, dans le guide du scénariste de Christopher Vogler, chaque personnage a en réalité un masque sur lui. Un allié peut très bien devenir un ennemi et un mentor, un trickster. Un trickster, c'est ce petit être malin qui fait des farces tout au long du film, un peu comme Loki. Loki, avec le temps, il est passé de allié à ennemi, à trickster. Bref, la chasse continue, le mythe est vivant parce qu'il bouge. Un mythe qui ne change pas est une icône morte. Laissons-lui une chance de muter. Et surtout, attendons de voir, parce que dans une salle obscure, tous les masques sont possibles. T'as pas une gueule de porte-bonheur.